Et je cède la parole à Dr Wehbi qui va nous parler d'un cas d'adénome à cellules claires thyroïdienne. À vous la parole, docteur. Donc, bonjour à tous, chère audience. Donc, j'ai le plaisir de revenir une deuxième fois pour vous exposer un cas d'adénome thyroïdien folliculaire à cellules claires. Donc, c'est une tumeur qui est rarissime, dont seulement 21 cas ont été rapportés dans la littérature. Et donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par poursuivre par exposer notre cas, le discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. Les néoplasmes thyroïdiens à cellules claires sont très rares, avec une incidence à 0,5%. Donc, cette apparence claire est due à l'abondance du glycogène dans le cytoplasme des cellules thyroïdiennes. Ils peuvent être bénins et malins. Bénins, on parlera d'adénome à cellules claires, et malins, et il s'agirait donc de carcinome à cellules claires. Il ne faut pas les considérer comme une entité distincte, mais plutôt une variante des tumeurs thyroïdiennes qui sont reconnaissables. Et par exemple, on aura des carcinomes folliculaires à cellules claires, des carcinomes médulaires à cellules claires ou des adénomes folliculaires à cellules claires. Donc notre challenge diagnostique était d'abord de différencier les formes bénignes des formes malignes, donc différencier l'adénome du carcinome et ensuite différencier les tumeurs primaires de la thyroïde à cellules claires de métastases thyroïdiennes de carcinome à cellules claires connus comme le carcinome rénal. Et donc, les objectifs de cette présentation est d'exposer la rareté extrême de ce cas, mais surtout, on va souligner les limites échographiques de la classification EUTERATS et cytologiques de la classification Bethesda. Donc, notre patiente était âgée de 60 ans, elle n'avait pas d'antécédents pathologiques particuliers, elle avait consulté pour une tuméfaction cervicale antérieure et ne présentait pas de signes fonctionnels à type de dysthyroïdie ou de compression. L'examen physique a révélé 2 nodules thyroïdiens lobaires droits de 2 et de 4 cm de grand axe, de consistance élastique, mobile par rapport aux 2 plans, sans adénopathie palpable, et sa TSH était normale. Donc, l'échographie que nous avons réalisée au service a montré un premier nodule qui était lobaire droit interne de 30 mm de grand axe, qui était fortement hypoéchogène et classé EUTERATS 5. Un deuxième nodule qui était aussi lobaire droit, il était externe, de 29 mm de grand axe, fortement hypoéchogène et classé EUTERATS 5. Donc, nous avions aussi trouvé une adénopathie de 7 mm du secteur central bas, contenant une macrocalcification et de vascularisation. Donc, nous avons réalisé une cytoponction échoguidée des 2 nodules EUTERATS 5. Et l'étude cytologique a parlé de noyaux clairs avec des inclusions intranucléaires, des bords irréguliers, anguleux, des images de chevauchement et des rainures, comme on voit sur les images. Et donc, ce sont des caractères cytologiques d'un Bethesda 5, type carcinome papillaire de la thyroïde. Nous avons donc opté pour une thyroïdectomie totale avec un curage ganglionnaire central homolatéral devant le nodule EUTERATS 5, le Bethesda 5 et l'existence de cette adénopathie qui était suspecte. Et donc, je vous présente l'examen histologique qui parle de 2 nodules intrathyroïdiens au niveau du lobe droit qui ont mesuré 3 et 2 cm de diamètre, qui étaient circonscrits, encapsulés, sans effraction de la capsule ni embole vasculaire. Et ce sont donc des caractéristiques de bénignité qui étaient entièrement à cellules claires avec des cellules ballonnées. Et donc, ces cellules ballonnées sont pathognomoniques de l'adénome à cellules claires. On a même conduit une immunohistochimie afin d'écarter une localisation secondaire à partir d'un primitif à cellules claires comme le carcinome rénal. Et donc la positivité de l'ATG et du TTF1 ont confirmé la nature thyroïdienne. Et donc nous sommes devant 2 adénomes thyroïdiens folliculaires à cellules claires. Donc pour revenir à notre cas, nous avions un examen clinique rassurant, des critères échographiques péjoratifs, une suspicion de malignité cytologique qui nous ont poussé à réaliser une thyroïdectomie totale et un curage ganglionnaire homolatéral, mais nous étions surpris devant l'anapathe qui est revenue bénigne. Et donc on s'est posé la question au service de est-ce qu'on a fait subir à la patiente une thyroïdectomie totale qui pouvait être complètement évitable. Et donc nous allons essayer de répondre à la question à la lumière de la littérature. Et donc, les données rapportées parlent d'une incidence de néoplasmes à cellules claires de 0,2 à 0,5% de toutes les tumeurs thyroïdiennes. Et donc, il y a eu 22 cas d'adénome à cellules claires rapportés dans la littérature dans le nôtre
et 21 cas seulement de carcinome à cellules claires. La prédominance féminine était écrasante. La tranche d'âge la plus représentée était celle comprise entre 20 et 40 ans, suivie par celle entre 41 et 60 ans, pour finir par la catégorie de plus de 60 ans, qui comporte une minorité de 13%, et c'est la catégorie dans laquelle s'est inscrite notre patiente. Il n'y avait pas de signe de compression ni de dysthyroïdie rapportés dans la littérature. La taille des nodules était proche de celle retrouvée dans notre cas, avec des nodules compris entre 2 et 4,2 cm. Donc tous les cas recensés dans la littérature ont rapporté un seul nodule. Et donc notre cas était le seul ayant 2 nodules. Toutes les localisations thyroïdiennes étaient représentées dans la littérature, voire même un cas d'adénome à cellules claires dans un tissu thyroïdien ectopique au niveau de la mâchoire. Et la confrontation échocytologique a révélé un Euthyrax allant du 3 au 5 et des Bethesda 4 et 5. Donc notre cas était le seul ayant un nodule Euthyrax 5 et Bethesda 5 à la cytologie. Et donc, comme vous vous posez la question, pour les 19 autres cas, on n'avait pas de données sur les Euthyrax et sur les Bethesda, car ils étaient tout bonnement publiés avant la date de création de l'Euthyrax et du Bethesda. Pour le traitement, il était toujours chirurgical, qui est allé de l'ismolobectomie à la thyroïdectomie totale, avec même un curage ganglionnaire réalisé dans 2 cas. Et donc tous les patients, y compris ceux ayant bénéficié d'une chirurgie partielle, ont bien évolué avec absence de récidive au cours du suivi qui s'était étalé à vie. Et donc pour revenir à notre cas, est-ce que la thyroïdectomie totale était évitable? Eh bien oui. Et donc nous sommes devant un nodule qui est d'apparence méchante, mais qui en réalité s'est avéré très gentil. Et donc quelles étaient les failles ayant conduit à un geste excessif? Et donc d'abord cette classification Euthyrax et le Euthyrax 5 qui représente un risque de malignité de 26 à 87%, et ce n'est pas un risque à 100%. Donc en plus, la classification Euthyrax a été faite pour rechercher un CPT dans sa forme classique, et on avait un seul critère de suspicion échographique qui était le caractère fortement hypoéchogène. Pour la classification Bethesda, un Bethesda 5 représente un risque de malignité de 67 à 83%, et donc ce n'est toujours pas un 100%, et un Bethesda 5 est une suspicion de malignité, et non pas malin, qui est le Bethesda 6. Et on a même refait la relecture de l'anapathe, et on avait le même constat avec toujours un Bethesda 5. On aurait pu faire un examen extemporané d'une ismolobectomie, vu qu'elle était indiquée devant le nodule Euthyrax 5 durant plus de 2 cm, et c'est un examen que l'on fait d'habitude, mais ce jour-là, bizarrement, il y avait un souci technique. Pour la biologie moléculaire, elle était non disponible, et la microbiopsie, elle est non indiquée. Et donc, au total, il s'agissait d'une série de circonstances regrettables qui ont abouti à la thyroïdectomie totale, mais la patiente a préféré voir le côté positif de la situation, et elle s'est simplement réjouie du fait d'avoir une pathologie bénigne. Et donc, il vaut mieux être le chat que le tigre. Donc pour conclure, je rappelle la rareté extrême de ce cas, de par l'âge avancé de la patiente, l'existence de 2 nodules, la coexistence d'un Euthyrax 5 et d'un Bethesda 5, avec finalement une anapathe bénigne. Et donc il rappelle qu'une concordance radiocytologique de suspicion de malignité peut cacher la bénignité, comme le chat et le tigre. Donc je vous invite à penser à l'extemporanée lorsqu'elle est indiquée, et à la biologie moléculaire quand elle est disponible. Et donc, vous vous posez la question, devant une pathologie bénigne, pourquoi ne pas surveiller? Eh bien, tout simplement, ça n'a jamais été fait. Et donc, on a besoin de plus de cas et de plus d'études pour répondre à cette question, et je vous remercie. Wehbi pour cette excellente présentation. Et je cède la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Moi, j'ai une petite question. C'est pas par rapport à ta présentation, mais par rapport à la disponibilité de la biologie moléculaire dans notre contexte marocain. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est faisable? Donc, au niveau de l'hôpital militaire, non. À Fès, oui, mais c'est sur des pièces d'anapathe, donc ce n'est pas fait au niveau de l'unité de génétique. Donc dans les autres centres, j'attends peut-être la réponse de médecins d'autres villes pour la biologie moléculaire. Donc finalement, vous avez fait de votre mieux. On a fait de notre mieux, mais on était limité par nos moyens. Alhamdulillah.
D'accord, donc s'il n'y a pas de questions dans la salle, donc on passe à la dernière communication orale.